comment vas-tu? Bonjour Martin. Ça va très bien. On se rencontre aujourd'hui pour parler de la fameuse déduction pour sociétés innovantes, une nouvelle mesure fiscale du gouvernement du Québec. Si tu veux, pour rendre ça plus facile, on pourrait peut-être utiliser un acronyme DSMI ou peut-être même DSI pour déduction pour sociétés innovantes. DSI, ça me convient bien. Parfait. Comme tu sais, je suis un agent de brevet, un avocat, donc j'œuvre dans le domaine de la propriété intellectuelle. Et plusieurs de mes clients sont très intéressés par cette déduction, veulent savoir finalement les modes de fonctionnement, comment s'en servir et quels sont les critères d'éligibilité. Et je voulais t'en parler. Ben moi, de mon côté, je suis très content de te rencontrer ce matin en tant qu'expert en incitatifs gouvernementaux. Moi aussi, mes clients m'en parlent beaucoup. Et bon, il y a deux volets à cette mesure-là. Il y a le volet fiscal, qui est mon expertise, mais il y a aussi le volet brevet que j'ai peu de connaissances, puis j'aurai plusieurs questions pour toi aujourd'hui. Puis je suis content qu'on se rencontre parce que je suis certain que cette mesure fiscale-là va faire en sorte qu'on ait à collaborer grandement dans le futur. Bon, ben on va avoir une bonne discussion. Excellent. Martin, pourrais-tu me situer le contexte de la nouvelle déduction pour sociétés innovantes et m'expliquer un peu l'origine de ce concept? En fait, c'est une origine, il y a beaucoup de pays européens qui ont utilisé ça pendant très longtemps. C'est le concept un peu des patent box. Donc, les pays européens ont utilisé ça pour inciter les entreprises à détenir leur propriété intellectuelle dans ces pays-là, en leur accordant des bénéfices fiscaux, des déductions fiscales ou des taux d'impôt favorables pour les revenus attribuables à ces propriétés intellectuelles-là. Il y a une évolution actuellement parce qu'il y a eu plusieurs scandales, il y a eu plusieurs enquêtes journalistiques qui ont mené l'OCDE, en fait, à se repencher sur les impacts économiques de ces mesures fiscales-là. Donc, ils se sont penchés là-dessus. Ils ont introduit des nouvelles règles, les règles qu'on appelle BEPS ou Base Erosion Profit Shifting, qui font en sorte que les patent box originaux étaient vus un peu comme étant un peu artificiels parce que l'imposition du revenu se faisait à l'endroit où les sociétés détenaient des actifs plutôt que où les sociétés détenaient ou avaient leurs opérations. Donc, on pouvait avoir des opérations dans un pays, la R&D, de la fabrication, et la propriété intellectuelle étant détenue dans un autre pays. Et en bout de ligne, la majorité de l'impôt ou la majorité du revenu imposable était dans les pays où était la propriété intellectuelle. Et donc, pour contrer ça, ils en sont venus à des nouvelles règles et les pays membres de l'OCDE sont en train un peu de revoir le concept des patent box pour justement ramener l'impôt aux endroits où les entreprises exploitent leurs activités, que ce soit les activités de recherche et développement ou des activités manufacturières. Et dans ce contexte-là, le Québec a été assez innovant parce que, comme je disais, c'est un concept qui est assez européen. Et le Québec a innové en introduisant cette mesure-là dans son budget 2016, la DSI. Et ils sont venus combler deux lacunes, en fait. La première, c'est que il y a peu d'entreprises au Québec, comme tu le sais, qui protègent leur propriété intellectuelle. Et souvent, justement, le nombre de brevets émis par une société est souvent mesure de sa capacité d'innover. Et on sait que les entreprises québécoises sont très innovantes, mais étant donné qu'ils ne brevettent pas, il y avait une lacune à ce niveau-là. Et donc, on vient un peu combler cette lacune-là par la DSI. Le deuxième bénéfice, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'incitatifs qui sont disponibles pour les phases de recherche et développement ici au Canada et au Québec. Par contre, il y a peu d'incitatifs qui sont disponibles après la phase de R&D, donc en phase de commercialisation. Et par l'introduction de la DSI, le gouvernement du Québec vient inciter les entreprises québécoises ou en fait vient les aider à commercialiser leurs technologies qui auront été développées par les activités de R&D ici et encourage les entreprises à grandir leur activité manufacturière ici au Québec.
Donc, si je comprends bien, le concept du Patent Box à la québécoise, si on veut, est de regrouper les activités de recherche-développement, fabrication, vente et aussi de protection de propriété intellectuelle. Exactement. Si on réussit à cumuler toutes ces activités, on pourrait penser pouvoir être éligible à la DSI selon certaines autres conditions. Effectivement. Il y a plusieurs autres critères que je suis certain qu'on va discuter plus tard, mais effectivement, ça résume bien le concept derrière la DSI. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres provinces au Canada qui utilisent un patent box ou une déduction style DSI? Il y a en Colombie-Britannique, il y a un programme similaire, mais dont l'application est beaucoup moins large que celle du Québec. Bon, avant de parler plus à fond de la DSI, est-ce que le Québec offre d'autres mesures incitatives pour les sociétés innovantes? En fait, le Québec a été très à l'avant-garde des incitatifs. Il y a plusieurs industries au Québec qui ont été créées grâce au programme incitatif. On a pu attirer beaucoup d'investissements étrangers, justement, grâce à certains programmes. Le programme le plus connu, c'est le programme de la recherche scientifique et développement expérimental, qui a un penchant fédéral et un penchant Québec, qui offre des crédits d'impôt très, très avantageux pour les entreprises qui effectuent des activités de R&D ici. Mais il y a plusieurs autres programmes, comme le programme de crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques, le programme de crédit d'impôt pour le développement de titres multimédia. Ces programmes-là s'appliquent davantage aux sociétés des technologies de l'information et des communications. Mais il y a également des programmes qui s'appliquent aux sociétés manufacturières. On pense au crédit d'impôt pour le design, on pense au programme Premier Brevet, on pense au programme Créativité Québec. Donc, ces programmes-là sont également disponibles. Puis une chose qui est importante à noter, c'est que plusieurs programmes sont pas nécessairement mutuellement exclusifs. Donc, une activité peut donner droit à un cumul de différents programmes. Par contre, pour les programmes, surtout les programmes de subvention, c'est important de bien s'assurer que les fonds sont disponibles avant de commencer le processus de demande. Les fonds disponibles, c'est-à-dire qu'on peut faire des demandes pour savoir si le programme est encore ouvert ou actif? En fait, les programmes de crédit d'impôt, c'est des programmes d'aide indirecte, c'est-à-dire qu'on fait une activité, on réclame le crédit d'impôt avec sa déclaration fiscale et on obtient le bénéfice. Il n'y a pas de budget officiel ou il n'y a pas de maximum officiel alloué. Par contre, pour les programmes de subvention, bien là, il peut y avoir des montants maximum alloués, puis c'est important de communiquer avec les organismes qui gèrent ces mesures-là avant de faire une demande, justement, pour ne pas perdre notre temps à faire une demande alors qu'on devrait savoir qu'il n'y a pas de fonds. Martin, tu as mentionné le programme Premier Brevet. Pourrais-tu m'expliquer un peu le programme, comment ça fonctionne? En fait, je parlais plutôt du fait que les entreprises québécoises n'ont pas tendance à breveter beaucoup de leur technologie. Ça, c'est vrai. Pas assez. Tu le vois avec tes clients. Et le gouvernement du Québec a introduit ce programme-là il y a quelques années, justement pour encourager les petites entreprises de moins de 250 employés